Mon frère a exclu ma fille des cadeaux de famille. Pour la consoler, je l'ai emmenée fêter son anniversaire à Paris. Furieux de ne pas être invité, il m'a appelé. Je lui ai rétorqué qu'il ne faisait pas partie de la vraie famille. Le jour de l'Action de grâce est censé rassembler les gens, n'est-ce pas? De la bonne nourriture, des conversations chaleureuses, peut-être un peu de chaos dû à trop de monde parlant en même temps, mais surtout de l'amour. Du moins, c'est ce que j'ai toujours imaginé que ça devait être. Je ne dirais pas que j'ai grandi dans une famille de cartes postales, mais je croyais qu'on pouvait faire semblant juste assez pour passer les fêtes. Cette croyance a pris fin cette année. Je m'appelle Jacques. J'ai 36 ans, je suis un père célibataire et le fier papa d'une petite fille douce, artistique et parfois douloureusement timide nommée Léa. Elle vient d'avoir 9 ans et elle est la lumière de ma vie. Léa n'est pas ma fille biologique. Je l'ai adoptée il y a 5 ans après l'avoir accueillie pendant près d'1 an. Sa mère biologique, mon ex-fiancée, luttait contre la toxicomanie et a fini par renoncer volontairement à ses droits. J'avais à peine 30 ans, j'étais célibataire et terrifié, mais je n'ai jamais hésité. Au moment où je l'ai tenue dans mes bras et vu ses petits doigts s'enrouler autour des miens comme si j'étais tout son monde, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je suis devenu son père à tous égards. Papier ou pas, sang ou non, je l'aimais. Et je l'aime toujours plus que tout. La plupart de mes amis m'ont soutenu quand je l'ai adopté. Une partie de ma famille élargie aussi. Mais mon frère, Arnaud, il ne l'a jamais vraiment fait. Il ne le dirait jamais clairement. Bien sûr, ce n'est pas comme ça qu'Arnaud fonctionne. C'est le genre de gars qui enveloppe la cruauté dans une blague, qui chuchote une pique derrière un rire, puis a l'air choqué quand vous l'appelez par son nom. Je plaisantais, dira-t-il. Tu es trop sensible. Arnaud a 2 ans de moins que moi, a épousé son amour de lycée, Mélanie. Ils ont 3 enfants, âgés de 10, 7 et 5 ans, et ce sont ce que ma mère appelle son héritage. Mes parents les idolâtrent comme des rois. Chaque année, ils ont des tenues assorties, de grandes fêtes d'anniversaire et des milliers d'euros de cadeaux de Noël. Pendant ce temps, Léa reçoit peut-être une poupée, des crayons de couleur de marque générique et un câlin maladroit de ma mère si elle s'en souvient. Mais j'ai toujours laissé passer. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance que Léa m'ait, que je comblerais les lacunes, qu'elle n'avait pas besoin de leur validation tant qu'elle avait mon amour. Mais au fond, cela rongeait quelque chose en moi. Il est difficile de ne pas remarquer le sourire de votre fille vaciller quand ses cousins ouvrent de nouvelles tablettes tandis qu'elle déballe un kit de fabrication de bijoux en perles acheté au magasin à prix unique. Il est difficile de ne pas sentir votre estomac se nouer quand votre propre mère dit « Tu sais, c'est différent quand ce sont tes vrais petits-enfants. » Pourtant, chaque jour de l'Action de grâce, je me présentais, souriais, apportais ma farce maison, aidais à nettoyer la vaisselle, essayais d'être la personne la plus mature pour l'amour de ma fille. Je voulais qu'elle croie en la famille même si je n'y croyais plus entièrement. Mais cette année, Arnaud a franchi une ligne que je ne peux pas ignorer. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un retour possible après ce qui s'est passé ensuite. Cela a commencé de manière assez prévisible. Le dîner du jour de l'Action de grâce chez mes parents. Ma mère a insisté pour accueillir, comme toujours, un festin immense. Dinde, jambon, gratin de haricots verts, 5 tartes différentes, tout y était. Léa portait sa robe jaune préférée, celle avec de petites fleurs brodées le long de l'ourlet. Elle m'avait aidé à préparer des muffins à la citrouille ce matin-là et était si fière d'elle qu'elle a insisté pour porter le plateau elle-même. Ma mère l'a à peine regardé quand elle les a remis. Elle a juste dit « Oh, des muffins. Comme c'est mignon. » Puis elle s'est retournée pour s'occuper du plus jeune d'Arnaud, qui hurlait parce qu'il ne voulait pas porter son pull. Le dîner lui-même était un désordre de conversation qui se chevauchait. Mon père a fait ses blagues éculées habituelles. Ma mère s'est plainte du travail qu'elle avait fait tout en refusant simultanément toutes les offres d'aide. Arnaud a parlé beaucoup trop fort de la nouvelle piscine qu'il faisait installer, s'assurant que tout le monde entende combien elle avait coûté. Mélanie a continué à prendre des photos de la table pour Instagram, recadrant soigneusement Léa chaque fois qu'elle se penchait. J'étais habitué à tout cela. J'avais appris à l'ignorer. Mais ensuite, juste au moment où la tarte était servie, Léa s'est penchée vers sa cousine Eva et a dit « Je suis vraiment excitée pour Noël cette année. J'espère que grand-mère viendra à mon récital. » Arnaud n'a même pas levé les yeux de sa fourchette quand il l'a dit. Il a juste ricané,
a donné un coup de coude à son aîné et a murmuré assez fort pour que toute la table entende, seuls les vrais petits-enfants reçoivent des cadeaux de grand-mère. La pièce est devenue silencieuse pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour que mon cœur lâche. Léa a cligné des yeux, son sourire s'est estompé alors qu'elle me regardait avec cette expression confuse et blessée qui a fait se tordre et brûler quelque chose au fond de ma poitrine. Ma mère n'a rien dit. Mon père a continué à mâcher. Mélanie a jeté un coup d'œil à Arnaud et lui a fait ce petit sourire suffisant. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un faux pas. Ce n'était pas juste une mauvaise blague. C'était qui ils étaient. J'ai forcé un rire, me suis penché et embrassé le front de Léa. C'est bon, mon cœur, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Nous allons créer nos propres traditions. Et puis je me suis levé, j'ai pris la main de Léa et je suis parti. J'ai laissé ma tarte à la citrouille intacte, j'ai laissé leur faux sourire derrière moi. Je pouvais sentir leurs yeux sur mon dos alors que je prenais nos manteaux. J'ai pu entendre faiblement la voix de ma mère dire « Oh, Jacques, allons. Ne sois pas si dramatique », mais je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, alors que je couchais Léa, elle m'a demandé d'une voix douce « Papa, est-ce que je ne fais vraiment pas partie de la famille ?» Je n'ai pas pleuré. Je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste serré fort et j'ai murmuré « Tu es ma famille, et c'est tout ce qui compte. » Mais le fait est que ce n'était pas tout ce qui comptait. Plus maintenant. Parce que le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai réservé 2 billets. Première classe, réservation pour un dîner à la Tour Eiffel à Paris. Suite privée avec vue sur la Seine. Coût total un peu plus de 18 000 €. Mais le regard sur le visage de Léa quand je lui ai dit que nous allions passer son anniversaire dans la ville la plus magique du monde. Inestimable. Nous sommes partis 2 jours plus tard. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai rien dit à personne. Mais bien sûr, les gens parlent. Ma cousine nous a vus à l'aéroport et l'a mentionné dans la discussion de groupe familial. Et c'est là que les appels téléphoniques ont commencé. Des appels manqués de ma mère. Des messages en colère d'Arnaud. Un message vocal de mon père me disant que je créais des problèmes sans raison. Puis est venu l'appel. Celui qui a vraiment mis les choses en mouvement. La voix d'Arnaud forte et furieuse à travers le haut-parleur. Pourquoi ne nous avez-vous pas invités? Les enfants auraient adoré Paris. J'ai attendu un instant avant de répondre. Calme. Mesuré. Juste 4 mots. Parce que vous n'êtes pas de la famille. Et puis j'ai raccroché. C'était il y a 2 jours. Je ne leur ai pas parlé depuis, mais j'ai vu la tempête se préparer en ligne. Mélanie a posté des citations cryptiques sur le pardon de la trahison et des fausses personnes. Ma mère a laissé un commentaire sur l'une des photos de ma cousine, disant qu'elle espérait que la famille pourrait guérir un jour pour le bien des vrais enfants. Arnaud m'a complètement bloqué, mais je ne m'inquiète pas pour eux en ce moment. L'anniversaire de Léa est demain. Elle dort à côté de moi pendant que j'écris ceci. Sa petite main enroulée autour de la mienne. Un doux sourire persistant sur ses lèvres après notre promenade en bateau sur la Seine. Ils essaient de la faire se sentir comme une étrangère, comme moi, comme si elle n'appartenait pas. Mais je suis sur le point de leur montrer, de lui montrer qu'elle vaut le monde. Et ils sont sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on s'en prend à un père qui en a assez. Cela a commencé par le silence. Ce genre de silence étrange qui s'installe quand les gens ne savent pas comment s'excuser. Alors, ils font semblant que rien ne s'est passé. Après notre retour de Paris, je m'attendais à une tempête ou du moins à une confrontation brutale. Mais pendant la première semaine, tout fut calme. Pas d'appel, pas de texto, pas même une étiquette Facebook passive-agressive. J'ai pensé qu'ils étaient encore en colère d'avoir été exclus de notre voyage. Arnaud surtout. C'est le genre de gars qui n'hésite pas à blesser les gens tant qu'il a le contrôle. Mais une fois que vous lui enlevez ce contrôle, une fois que vous lui refusez quelque chose qu'il pense lui être dû, c'est là qu'il perd les pédales. Alors, je me suis préparé. Je pensais que ce serait le point de rupture. Mais je me suis trompé. C'était juste le vent qui se levait avant la tempête. La première fissure est apparue 2 semaines plus tard. C'était un samedi matin, et j'aidais Léa à peindre une cabane à oiseaux sur le porche. Elle portait une de mes vieilles chemises en flanelle, les manches retroussées,
tamponnant de petits tournesols sur le toit avec cette concentration tranquille que j'ai toujours admirée chez elle. Puis mon téléphone a vibré. Maman, juste un rappel, le dîner de Noël en famille est à 17h. On vous y verra, toi et Léa. Comme ça, comme si rien ne s'était passé, aucune mention du jour de l'action de grâce, aucune reconnaissance du commentaire d'Arnaud, aucune excuse, rien. J'ai fixé le message pendant longtemps. Puis je l'ai montré à Léa et lui ai demandé ce qu'elle voulait faire. Elle a haussé les épaules. Tante Mélanie sera là, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Lui? Elle n'a même pas prononcé le nom d'Arnaud. Juste, lui. Un autre hochement de tête. Léa a baissé les yeux sur la cabane à oiseaux, a essuyé son pinceau sur une serviette et a dit, « Alors, on peut avoir notre propre réveillon de Noël comme à Paris ?» J'ai souri, absolument. Alors, j'ai répondu à ma mère, « Merci. Mais Léa et moi avons nos propres projets cette année. » 2 minutes plus tard, le téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas laissé de message vocal. C'est là que les choses ont commencé à s'intensifier. Cela a commencé subtilement. Ma tante a appelé pour prendre des nouvelles et a dit, « Ta mère a été vraiment blessée. Tu sais, elle dit qu'elle ne sait même pas ce qu'elle a fait de mal. » Puis un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'a envoyé un message sur Instagram disant, « Eh, tu devrais peut-être essayer de parler avec Arnaud. Vous êtes frères après tout. » Tout était si orchestré, comme si j'étais mis en accusation sans même connaître les chefs d'inculpation. Et pendant qu'il chuchotait sur la guérison de la famille, il continuait à exclure Léa comme si elle n'existait pas. J'ai seulement découvert ce qui s'était réellement passé au dîner du réveillon de Noël parce que ma cousine Jeanne m'a envoyé une photo. C'était une photo de tous les petits-enfants, les 3 d'Arnaud et les jumeaux de ma jeune sœur, assis devant la cheminée en pyjama rouge assorti, chacun tenant ce qui ressemblait à des sacs cadeaux personnalisés de ma mère. Ils souriaient tous, entourés de cadeaux. J'en ai compté au moins 10 chacun. Tablettes, jeux de société, baskets de marque, même des billets de concert pour l'aîné d'Arnaud. Et Léa, elle n'était pas mentionnée. Pas une seule fois. Pas de chaussettes de Noël, pas de cartes, pas même un cadeau générique, tu nous as manqué. Rien. Quand j'ai montré la photo à Léa, elle n'a pas dit un mot. Elle a juste retourné la cabane à oiseaux et a recommencé à peindre. Mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. J'ai vu la façon dont elle a cligné des yeux plus que d'habitude. Plus tard cette nuit-là, j'ai trouvé le pinceau qu'elle avait utilisé posé sur le comptoir de la salle de bain, ses poils coupés, trempés dans l'eau de peinture. C'était l'un de ses préférés. Le lendemain, nous avons passé la matinée de Noël à ouvrir des cadeaux dans notre salon. J'avais tout donné. De nouvelles peintures, un vrai chevalet, des billets pour un grand spectacle de théâtre l'été prochain, même une estampe signée par l'un de ses illustrateurs de livres pour enfants préférés. Elle a adoré. Elle rayonnait, mais je pouvais encore le sentir. Le poids d'être exclu. Cela persistait comme la fumée après un incendie. Puis est venu le réveillon du Nouvel An. Je n'avais évidemment pas l'intention d'aller à la fête de famille. Mais mon père, de toutes les personnes, m'a contacté. Il m'a demandé de passer juste 1 heure, juste pour dire bonjour. Il a dit que je lui manquais, qu'il était temps de passer à autre chose. Et je l'avoue, une partie de moi voulait le croire. Je voulais croire que peut-être quelqu'un dans cette maison avait finalement réalisé à quel point il s'était trompé. Alors, j'ai dit, d'accord, juste un petit moment. J'ai habillé Léa de sa robe bleue scintillante, lui ai bouclé les cheveux. Elle ressemblait à une princesse d'hiver. Quand nous sommes entrés chez mes parents, la fête battait déjà son plein. Rire, musique, tintement de flûte de champagne. Les gens ont souri en nous voyant. Mon père m'a fait un rapide câlin de côté. Ma mère a dit, « Oh, bien. Vous êtes arrivés. » Comme si nous étions en retard à un rendez-vous chez le dentiste. Puis nous avons trouvé Arnaud. Il tenait le salon, entouré de quelques-uns de ses amis et cousins, montrant un nouveau drone qu'il avait reçu pour Noël. Quand il a vu Léa, son sourire a vacillé une fraction de seconde. Puis il a dit assez fort pour que le groupe entende, « Eh bien, regardez qui a enfin décidé de se montrer. » Les grands voyageurs. Quelques personnes ont gloussé. J'ai forcé un sourire. Léa a serré ma main plus fort. Je me suis penché et j'ai murmuré, « On ne restera que 20 minutes. » Promis.
Elle a hoché la tête. Puis c'est arrivé. Nous étions tous dans le salon quand ma mère a sorti un jeu spécial pour les enfants. Un jeu de questions sur la famille. Des questions sur les traditions des grands-parents. Des souvenirs amusants. J'ai pensé que c'était assez inoffensif. Léa a même souri quand la première question concernait le dessert préféré de grand-papa. Mais ensuite ma mère a posé une question sur quel petit enfant était né en premier. Léa a levé la main. Moi. Arnaud a reniflé. En fait, ce serait Eva, la vraie petite fille, tu te souviens. Le silence s'est fait dans la pièce. Je me suis tourné vers lui, ma vision brouillée par la chaleur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il a haussé les épaules, levant les mains. Je veux dire, techniquement, elle ne l'est pas. J'ai avancé. Ne finis pas cette phrase. Léa se dirigeait déjà vers le couloir. Ses petites chaussures claquaient doucement sur le parquet alors qu'elle s'éloignait, essayant de cacher les larmes que je savais venir. Ma mère est finalement intervenue. Arnaud, ça suffit. Mais Arnaud a juste ricané. Je ne dis rien de faux. Elle n'est même pas, c'est ma fille. Ma voix a éclaté, forte. Définitive. Tout le monde s'est tu. Ma mère, les joues rouges, a dit, Jacques, s'il te plaît, ne fais pas de scène. C'en était trop. Je l'ai regardé, puis mon père. Aucun d'eux n'a bougé. Aucun d'eux ne m'a regardé dans les yeux. Je me suis retourné et j'ai descendu le couloir. J'ai trouvé Léa assise sur la marche du bas, les yeux rouges et les lèvres tremblantes. On s'en va, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête. Nous n'avons pas dit au revoir. Je ne lui ai même pas retiré son manteau quand nous sommes rentrés à la maison. Je l'ai juste enveloppé dans une couverture et l'ai laissé s'endormir sur mes genoux pendant que nous regardions les feux d'artifice à la télévision. Et pendant qu'elle dormait, je suis resté là, le cœur battant avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La rage. Une rage froide, claire, concentrée. C'est à ce moment-là que quelque chose a craqué en moi. Parce que jusque-là, j'avais continué à essayer, à espérer, à croire que peut-être, si je me montrais assez, donnais assez, pardonnais assez, il finirait par changer, qu'il verrait Léa comme je la voyais. Mais il ne le ferait jamais parce que pour eux, la famille, c'était le sang, et pour moi, la famille, c'est l'amour, la loyauté, la gentillesse. La famille se gagne. Et ils avaient perdu ce privilège. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais gardé des preuves, littérales et émotionnelles. Chaque commentaire, chaque affront, chaque photographie où Léa ne figurait pas. Chaque message qui prétendait qu'elle n'existait pas. Et maintenant, j'avais fini de faire semblant parce qu'Arnaud venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait pas ignorer. Et j'avais un plan, un qu'il ne verrait jamais venir. Mais d'abord, je devais m'assurer que Léa connaissait la vérité. Pas seulement sur notre famille, mais sur sa valeur. Je n'avais aucune idée que les choses allaient empirer avant de s'améliorer. Que Arnaud n'en avait pas fini. Qu'il avait un dernier coup, une dernière insulte qui me pousserait encore plus loin. Et une fois qu'il a fait ce mouvement, j'ai cessé de me retenir. Pour la première fois depuis des années, janvier n'a pas ressemblé à un nouveau départ. J'avais l'impression de me sortir d'un cratère dans lequel je n'avais même pas réalisé que je vivais. Les retombées de cette fête du Nouvel An s'accrochaient à tout. Léa était plus silencieuse que d'habitude. Elle souriait toujours, demandait toujours à peindre le matin ou à m'aider à cuisiner. Mais l'étincelle qui s'allumait quand elle se sentait vraiment en sécurité, elle était plus faible maintenant, et je détestais ça. Je n'avais pas seulement laissé mon frère la blesser. J'avais laissé toute notre famille faire semblant que cela n'arrivait pas. Je les avais laissés l'entourer de demi-sourires et de faux câlins pendant qu'ils chuchotaient des choses derrière son dos ou l'excluaient de leurs messages de groupe et de leurs photos en pyjama assortis. C'était devenu normal pour moi. C'est ça qui me rendait malade. C'était devenu normal. Cette réalisation m'a frappé le plus fort une nuit de mi-janvier quand Léa m'a apporté une boîte à chaussures. Elle a dit qu'elle voulait me montrer ses souvenirs. Je me suis assis en tailleur sur son sol alors qu'elle l'ouvrait, m'attendant à des dessins, peut-être quelques perles ou des fleurs pressées, mais au lieu de cela, elle a sorti un papier plié et me l'a tendu. C'était une carte d'anniversaire d'il y a 2 ans, signée par ma sœur pour Léa, de tante Sophie et oncle Kylian. Je me suis souvenu de cette carte. Je n'y avais rien pensé à l'époque,
mais Léa l'avait gardé parce que c'était la seule chose qu'il lui avait donnée cette année-là. Elle a continué à sortir une photo froissée que j'avais imprimée de nous dans une ferme de citrouilles, un prospectus de son récital scolaire, une marguerite pressée que je l'avais aidé à cueillir le printemps dernier. Rien de mes parents, rien d'Arnaud, rien des gens qui prétendaient être de la famille. Je suis resté là, fixant cette boîte pendant que Léa me regardait avec cette expression si déchirante d'espoir, comme si elle voulait savoir si les choses auxquelles elle s'accrochait avaient de l'importance, si elle avait de l'importance. Cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher, je me suis assis dans la cuisine et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas le genre de pleurs où on renifle dans un oreiller et on se ressaisit 5 minutes plus tard. Je veux dire, un chagrin total qui fait trembler la poitrine. Un chagrin pour le temps que j'avais perdu. Pour les dégâts que je n'avais pas vus. Pour le fait que Léa avait tranquillement collecté des bribes d'amour et les appelait des trésors. C'était mon point le plus bas. Je ne voulais pas de vengeance cette nuit-là. Je ne me souciais pas de prouver que qui que ce soit avait tort. Je voulais juste faire ce qu'il fallait pour Léa. Et cela signifiait plus que de simplement la protéger. Cela signifiait reconstruire notre vie à partir de zéro. Alors, j'ai commencé tranquillement, pièce par pièce. D'abord, j'ai appelé un thérapeute. Pas pour Léa, pour moi. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler qui ne minimiserait pas, qui ne me dirait pas de pardonner et d'oublier comme tant d'amis bien intentionnés l'avaient fait. J'avais besoin de déballer des années passées à être le pacificateur dans une famille qui n'offrait la paix qu'aux personnes qu'il favorisait. Et j'avais besoin d'apprendre à me défendre sans me sentir coupable. Puis j'ai trouvé un psychologue pour enfants pour Léa, quelqu'un qui se spécialisait dans l'adoption, l'identité et les traumatismes familiaux. Je ne voulais pas qu'elle porte ce poids seule. Et à ma surprise, elle y était ouverte. Nerveuse au début, mais après quelques séances, elle a commencé à rentrer à la maison avec plus de questions. Des questions difficiles, courageuses. Tu crois que grand-mère ne m'a pas donné de cadeau parce que je ne lui ressemble pas? Pourquoi oncle Arnaud dit-il que je ne suis pas réel si je vis avec toi et que tu es mon vrai papa? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Chaque fois qu'elle posait une question comme celle-là, j'avais l'impression que quelqu'un m'arrachait des morceaux de cœur avec une cuillère. Mais je lui ai répondu honnêtement, avec précaution. Je lui ai dit que rien n'allait pas chez elle, que tout allait mal chez eux. Que les vraies familles se construisent avec amour, pas avec un ADN assorti, et surtout, qu'elle n'aurait jamais à gagner sa place dans ce monde en se faisant plus petite. Et quelque part au cours de ces discussions, quelque chose a changé. J'ai commencé à la voir se tenir plus droite, à parler plus fort. Un jour, elle m'a même dit, je veux écrire une lettre à grand-mère, non pas parce que je veux qu'elle m'aime, mais parce que je veux lui dire ce que je ressens. Cette lettre a été l'une des choses les plus courageuses que j'ai jamais lues. Elle n'a pas demandé de cadeau. Elle n'a pas demandé à être incluse. Elle a juste dit la vérité. Qu'elle se sentait invisible. Que ça faisait mal. Qu'elle aurait aimé qu'il l'aime comme elle les aimait. Nous ne l'avons jamais envoyée, mais nous l'avons pliée et gardée dans la boîte à souvenirs. Pendant que nous faisions le travail émotionnel, j'ai aussi commencé à apporter des changements dans notre vie. J'avais toujours travaillé comme graphiste indépendant, assez pour payer les factures, mais jamais assez pour vraiment prospérer. J'avais passé des années à faire passer les clients en premier, à prendre des miettes pour faire du temps pour Léa, à refuser des opportunités parce qu'elles entraient en conflit avec des obligations familiales, mais plus maintenant. J'ai commencé à dire non. Non aux clients toxiques, non aux demandes de dernière minute. Et quand une start-up technologique pour laquelle j'avais fait du travail de branding m'a offert un contrat de retenue avec des horaires flexibles et des avantages sociaux complets, j'ai dit oui sans hésitation. Le salaire était presque le triple de ce que je gagnais auparavant. J'ai amélioré notre appartement. Rien d'extravagant, juste un 2 pièces avec plus de lumière, plus d'espace et une petite cour où Léa pourrait planter des tournesols si elle le voulait. Je lui ai acheté un nouveau bureau d'artiste et l'ai rempli de fournitures. Je l'ai laissé choisir une couleur de mur et un pouf moelleux pour lire. Je l'ai laissé avoir de l'espace, et lentement notre monde a commencé à se sentir différent, plus sûr, plus calme, le nôtre. Mais tout le monde n'aimait pas ça. Plus je m'éloignais de la famille, plus il commençait à le remarquer. Ou peut-être l'avait-il toujours remarqué. Et avait simplement supposé que je reviendrais en rampant comme toujours. Cela a commencé avec ma mère. Elle a envoyé un message en mars demandant si Léa assisterait à la fête d'anniversaire de mon père. Pas d'excuses,
pas de contexte, juste des attentes. Je n'ai pas répondu. Puis Mélanie m'a tagué dans une photo des enfants d'Arnaud lors d'un événement familial avec une légende sur la façon dont certaines personnes sont trop sensibles pour apprécier ce qu'elles ont. Encore, je n'ai rien dit. Je pensais pouvoir rester au-dessus de ça. Que si je me concentrais sur Léa, sur notre guérison, je ne me soucierais plus de ce qu'il faisait. Mais ensuite Arnaud a fait son coup. C'était en avril. L'école de Léa organisait une journée spéciale personne, une sorte d'hybride entre la journée des grands-parents et la journée des carrières. Les enfants pouvaient inviter un membre de leur famille à venir parler de leur travail ou simplement passer la journée à faire des activités manuelles et à lire des livres. Léa m'a demandé si je pouvais venir. J'ai libéré mon emploi du temps. J'étais excité, mais quand nous sommes arrivés, je les ai vus, Arnaud et Mélanie avec Eva. J'étais confus au début. Je pensais que peut-être ils étaient là pour l'un de ses cousins qui allait à la même école. Mais non, ils étaient dans la classe de Léa. Arnaud se tenait près des chevalets, les bras croisés, discutant avec l'enseignante comme s'il possédait l'endroit. Mélanie prenait des photos d'Eva en train de peindre. Léa s'est figée. Elle a agrippé ma manche et a chuchoté, « Pourquoi sont-ils ici ?» Je ne savais pas. Alors, j'ai demandé à l'enseignante. Elle a souri et a dit, « Oh !» Eva a mentionné qu'elle voulait que son oncle vienne puisqu'il est aussi dans le design. Nous avons pensé que ce serait amusant pour eux de parler ensemble. J'ai cligné des yeux. Oncle ? Elle a hoché la tête. Elle a dit qu'elle avait invité son oncle Arnaud car son propre père pourrait être occupé. Ma mâchoire s'est serrée. Léa n'avait pas dit ça. Elle ne dirait jamais ça. Arnaud s'était inséré. Il avait dit à l'école qu'il était l'oncle de Léa, qu'elle lui avait demandé de venir et personne ne l'avait remis en question. Je suis resté là, engourdi, tandis qu'Arnaud me faisait un sourire suffisant de l'autre bout de la pièce. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il ne s'agissait pas de la journée des carrières. Il s'agissait de contrôle, de s'insérer là où il n'avait pas sa place dans notre vie, de faire sentir à Léa qu'il détenait toujours le pouvoir de définir ses relations, de réécrire son histoire. Et c'est là que j'ai su qu'il ne suffisait pas de s'éloigner. Il n'allait pas nous laisser partir tranquillement. Et je n'allais pas le laisser gagner parce qu'il ne s'agissait plus seulement de sentiments blessés. Il s'agissait d'identité, de limites, de vérité. Alors, j'ai commencé à me préparer. J'ai rassemblé des emails, des photos, des messages, chaque commentaire passif-agressif, chaque texte dédaigneux, chaque moment où ils ont traité Léa comme moi. J'ai tout documenté, non pas pour un tribunal, mais pour la clarté, pour moi, pour Léa, pour quiconque pourrait essayer de nous dire que nous exagérions. Et puis j'ai commencé à voir plus grand. Parce qu'Arnaud prospérait dans un monde où il était toujours le héros, l'homme de famille charmant, le frère à succès, l'oncle amusant. Il avait une réputation, une image. Et j'étais sur le point de tout démonter. Mais pas avec des cris, pas avec des poings, avec des faits, avec grâce, avec une vérité si tranchante qu'elle ne pourrait être adoucie par un sourire ou cachée derrière un rire. Parce que pendant qu'Arnaud et les autres passaient la dernière année à faire sentir à Léa qu'elle était une étrangère, je lui construisais un royaume, et j'étais presque prêt à le montrer au monde. C'est drôle comme la clarté change tout. Après qu'Arnaud ait détourné la journée spéciale personne de ma fille, quelque chose s'est mis en place. Non seulement ma colère qui brûlait silencieusement depuis des mois. Non, c'était quelque chose de différent. C'était une clarté mordante. Le genre de prise de conscience qui murmure, vous n'êtes plus celui qui est à l'extérieur. Parce que pour la première fois, je ne me suis pas senti petit. Je ne me suis pas senti comme le grand frère embarrassé ou l'enfant à problèmes essayant de justifier sa présence à table. Je me suis senti comme un homme qui avait quelque chose qu'il n'avait pas, la vérité, la paix, le contrôle. Arnaud avait essayé d'entrer dans notre vie et de la plier à son gré, mais tout ce qu'il a fait, c'est allumer la mèche. Et j'étais plus que prêt à la laisser brûler. Alors, j'ai commencé à planifier lentement, discrètement. Je ne cherchais pas le chaos. Je voulais de la précision. Je ne voulais pas seulement de la vengeance. Je voulais de la compréhension. Je voulais qu'ils le ressentent. Qu'ils réalisent ce qu'ils avaient fait, non seulement à moi, mais à une enfant qui les avait aimés malgré tout. Je voulais que la vérité voie le jour. Non pas dans une explosion dramatique, mais comme la lumière du soleil à travers une fissure dans le mur. Indéniable, lente,
permanente. Et j'avais l'occasion parfaite qui se présentait. La femme d'Arnaud, Mélanie, organisait une célébration de l'héritage familial pour le 70e anniversaire de sa mère. Oui, c'était le titre réel de l'événement. C'était le genre de fête où les gens portent des tenues pastel assorties, embauchent des photographes et prononcent des discours sur la force des liens familiaux. Ce genre de fête. Et le clou, c'était organisé chez mes parents. Bien sûr. Normalement, j'aurais ignoré l'invitation, mais cette fois, j'ai répondu avec Léa, et je n'ai pas seulement accepté l'invitation. Je me suis porté volontaire pour créer le montage vidéo officiel de la famille. C'était la clé. Vous voyez, j'avais passé des années en tant que designer indépendant et monteur vidéo. C'est comme ça que je gagnais ma vie. Arnaud s'en était toujours moqué. Il disait aux gens, je ne fais que des diaporamas et des logos pour les mamans d'Instagram. Il a même dit un jour, le travail de Jacques, c'est ce que tu obtiens quand tu rates l'école d'art. Mais cette fois, je m'y suis mis à fond. Oh, waouh, s'était exclamé Mélanie par texto. Ce serait incroyable. Tu peux récupérer de vieilles photos, n'est-ce pas, de Facebook et tout ça? Je lui ai dit, oui, puis j'ai commencé à collectionner. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai rassemblé chaque souvenir numérique qu'ils avaient jamais posté, voyage en famille, anniversaire, vacances, journée à la plage, chaque photo soigneusement sélectionnée d'Arnaud et de ses enfants, de mes parents et de leurs vrais petits-enfants. Dîner de famille où Léa avait été coupée du cadre. Des événements auxquels nous n'avions pas été invités. J'ai tout téléchargé. Et puis tranquillement, je l'ai assemblé. Chaque clip, chaque image, chaque moment familial parfait, je l'ai mis dans l'ordre. Et entre les deux, j'ai inséré la réalité. Une capture d'écran floue du seul cadeau de Léa le matin de Noël. Un message de ma mère disant « Nous n'avons juste pas le budget pour lui offrir quelque chose cette année ». Un arrêt sur image du sourire narquois d'Arnaud au jour de l'Action de grâce. Un extrait de la lettre de Léa à grand-mère, avec la voix de Léa elle-même la lisant à haute voix, douce et posée, sans savoir que j'enregistrais ce jour-là. Sa voix disant « Je t'aime quand même, même si tu m'oublies », superposée à un diaporama de gâteau d'anniversaire qu'elle n'avait jamais reçu. Et puis, à mi-parcours de la vidéo, j'ai inséré une nouvelle section. Je l'ai appelée « Ce qui fait une famille ». C'est là que je nous ai inclus. Non pas par représailles, mais par vérité. Des images de notre voyage à Paris. Léa virevoltant sur un balcon surplombant la tour Eiffel. Elle m'aidant à peindre la cabane à oiseaux sur le porche. Sa performance de récital. Son dîner d'anniversaire où les serveurs ont apporté le gâteau tandis qu'elle rayonnait, riant tellement qu'elle reniflait. Des photos d'elle endormie dans mes bras après les feux d'artifice du Nouvel An. Et puis j'ai ajouté autre chose, des témoignages. J'ai contacté des personnes dans la vie de Léa qui lui avaient montré de la gentillesse. Ses professeurs, notre voisine âgée qui la laissait toujours l'aider dans le jardin, son mentor artistique d'un cours de week-end. Je leur ai demandé d'envoyer de courts clips répondant à une question, « Qu'est-ce qui fait de Léa une famille pour vous ?» Leur réponse était belle, honnête. Une enseignante a dit, « Elle fait en sorte que tout le monde se sente vu. » La voisine a dit, « La famille, c'est ceux avec qui on développe des racines, et elle fait partie des miennes. » Son mentor artistique a dit, « Je ne sais pas quelle est la définition de la famille de votre frère, mais si Léa ne compte pas, alors c'est une définition inutile. » J'ai veillé à ce que l'audio soit net, l'éclairage doux, le rythme parfait. Ce n'était pas amer, ce n'était pas mesquin, c'était chirurgical. Pendant ce temps, j'ai fait la conversation avec Mélanie sur les polices et les schémas de couleurs, lui donnant juste assez de progrès pour la garder loin de ma piste. J'ai même demandé si elle voulait une section au ralenti pour la découpe du gâteau de sa mère. Elle était ravie. Je savais qu'elle ne visionnerait jamais l'intégralité. Elle était trop occupée à coordonner les ballons et les planches de charcuterie. À mesure que l'événement approchait, j'ai apporté les touches finales au montage. Puis j'ai créé une deuxième version, une version propre. Pas de lettres, pas de témoignages, pas de Léa, juste au cas où il se méfierait. Je voulais le contrôle, pas le chaos. Pendant que je travaillais sur la vidéo, j'ai aussi contacté ma sœur Sophie. Sophie et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Non pas parce que nous ne nous entendions pas, mais parce qu'elle avait toujours joué un rôle passif dans la famille. Elle n'aimait pas les conflits. Elle souriait, hochait la tête et gardait ses distances.
Mais quand elle a entendu parler de ce qui s'était passé à la journée spéciale personne, elle m'a appelé. Je suis désolée, Jacques, a-t-elle dit. Je n'avais aucune idée que c'était devenu si grave. Je lui ai dit que ce n'était pas nouveau, juste nouvellement visible. Elle a marqué une pause, puis a dit, laisse-moi t'aider. Je n'ai pas demandé grand-chose. Juste une chose. J'ai besoin que tu sois dans la pièce quand la vidéo passera, lui ai-je dit. Et j'ai besoin que tu te lèves quand ça se termine. D'accord, a-t-elle dit, et qu'elle prononce une phrase, maintenant que nous avons vu à quoi ressemble une vraie famille, je pense qu'il est temps que nous parlions de ce qui est arrivé à Léa. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit, je peux le faire. C'était risqué de lui demander, mais je savais que j'avais besoin de quelqu'un de l'intérieur pour briser le sceau, pour forcer la pièce à reconnaître ce qu'ils avaient ignoré pendant des années. La nuit précédant la fête, je me suis assis avec Léa dans sa chambre. Nous peignions à nouveau, une petite toile cette fois, juste des formes et des couleurs abstraites. Elle a levé les yeux vers moi et a demandé, on les verra demain. J'ai hoché la tête. Oui. Elle y a réfléchi. Je dois parler à oncle Arnaud? Non, ai-je dit. Tu n'as jamais à parler à quiconque te fait te sentir petite. Elle a souri à ça. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, je ne veux plus être invisible. Je lui ai embrassé le front. Tu ne le seras pas. Plus jamais. Quand le jour est arrivé, j'ai enfilé un simple costume gris et apporté mon équipement photo, comme si j'étais juste le gars en charge du diaporama. Mélanie nous a accueillis à la porte, tout en rouge à lèvres roses et en câlins exagérés. Oh, Jacques, je savais que tu allais le rendre magnifique. Tu es un sauveur. Arnaud m'a à peine regardé. Il était trop occupé à montrer sa nouvelle montre à mon père. Léa est restée près de moi, me tenant la main. Je l'ai gardée près du fond de la pièce quand les discours ont commencé. Ils étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, fleuris, autocongratulatoires, imprégnés de nostalgie. Arnaud a fait tout un discours sur l'héritage et ce que nous transmettons à travers nos enfants. J'ai presque ri. Puis ce fut l'heure de la vidéo. J'ai branché la clé USB, cliqué sur « Lecture » et je me suis assis à côté de Léa. Les lumières se sont tamisées et la vérité a commencé à jouer. Les lumières se sont tamisées et, un instant, la pièce a bourdonné d'une attente polie. Les chaises pliantes ont grincé. Les verres de champagne ont teinté. Arnaud s'est penché en arrière, satisfait, le bras posé sur le dossier de la chaise de Mélanie, s'attendant clairement à un montage de sa vie soigneusement orchestré. Ma mère était assise au premier rang, essuyant déjà ses yeux en prévision de la nostalgie émotionnelle. Léa était assise à côté de moi, me serrant la main sous la table. Puis la vidéo a commencé. Au début, c'était exactement ce à quoi tout le monde s'attendait. De vieilles vidéos familiales de gâteaux d'anniversaire et de piscine, de journées à la plage avec des cheveux au vent et de sapins de Noël remplis de cadeaux. Des rires ont résonné dans les haut-parleurs. La voix d'Arnaud est apparue souvent, tonitruante, charismatique, forte. Je l'ai regardé sourire tandis que son montage de moments forts défilait. Ses enfants câlinant grand-mère. Eva soufflant des bougies sous les acclamations de tous. Vacances en famille, barbecue, le rêve soigneusement élaboré. Mais ensuite, ça a commencé à changer. Les transitions entre les clips sont devenues plus longues. La bande sonore s'est adoucie. Les images ont légèrement diminué, juste assez pour que les gens se penchent. Puis est apparu un arrêt sur image d'un de ces matins de Noël. 10 cadeaux par enfant, pyjama assorti, le large sourire de ma mère, puis une simple coupe vers une seule photo. Léa, le même jour, assise tranquillement sur notre canapé, tenant une petite boîte cadeau sur ses genoux. Elle avait l'air heureuse parce qu'elle essayait toujours de l'être, mais à côté de l'extravagance qui venait d'être montrée, le contraste était frappant. Des murmures ont parcouru la foule. Ensuite sont apparus des captures d'écran, des messages textes de ma mère. Nous n'avons juste pas le budget pour lui offrir quelque chose cette année. Elle n'est pas habituée aux gros cadeaux de toute façon. Les enfants d'Arnaud sont encore jeunes. Ils ont besoin de la magie. Puis un son doux, presque imperceptible au début. C'était la voix de Léa lisant sa lettre à grand-mère, je t'aime quand même. Même si tu m'oublies, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Je sais que tu es juste occupé. J'espère que la prochaine fois que tu me verras, tu te souviendras de mon nom.
Il n'y avait pas de musique, juste sa petite voix, courageuse et vulnérable, superposée à des images de fêtes d'anniversaire auxquelles elle n'avait pas été invitée. De dîners de fête où sa place était vide. De photos de câlins de groupe où elle avait été coupée. On pouvait entendre le malaise s'installer dans la pièce. Des chaises ont bougé, des gorges se sont éclaircies. Mon père fixait le sol. Ma mère avait cessé d'essuyer ses yeux, son mouchoir figé sur ses genoux. Puis sont venus les témoignages, l'un après l'autre. Des visages sont apparus à l'écran. L'enseignante de Léa parlant clairement, elle est attentionnée. Elle apporte des collations pour les enfants qui oublient les leurs. Elle écoute. Elle crée de l'espace. Notre voisine, elle m'a aidé à planter des tournesols le printemps dernier. Quand ils ont fleuri, elle a dit qu'ils lui rappelaient la joie. Elle est la joie. Son mentor artistique, quand les gens parlent de vraie famille, je demande toujours, est-ce qu'ils se montrent? Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils te choisissent? Parce que Jacques a choisi Léa encore et elle l'a choisi. C'est ça, le vrai. Puis le montage de Paris a défilé. Une musique instrumentale douce s'élevant sous la vidéo de Léa virevoltant dans sa robe sur le balcon de la Tour Eiffel. Riant devant des crêpes au lever du soleil. Endormi sur mon épaule pendant la promenade en bateau sous les lumières de la ville. Et enfin, la dernière image. Un simple écran noir avec du texte blanc, la famille, c'est ce qui se montre. Fondu au noir. Silence. Pendant 10 secondes entières, personne n'a bougé. L'air était épais, lourd. Personne n'a applaudi. Personne ne s'est même regardé. Puis Sophie s'est levée. Sa voix tremblait légèrement, mais elle a levé le menton. Je pense que maintenant que nous avons vu à quoi ressemble une vraie famille, il est temps que nous parlions de ce qui est arrivé à Léa. Elle s'est rassie. Le silence s'est approfondi. Arnaud fut le premier à parler. Bien sûr, il s'est levé d'un bond, le visage rouge. Cette vidéo était complètement déplacée, a-t-il claqué. C'était censé être sur maman, sur l'héritage. Vous l'avez détourné pour un projet de pitié. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai juste regardé et j'ai dit calmement, il s'agit d'héritage, du genre que tu enseignes à tes enfants. Cela l'a fait taire un instant, mais Mélanie est intervenue, défensive comme toujours. Nous ne savions pas qu'elle ressentait ça. Personne n'a jamais rien dit. Vous n'aviez pas à le faire, ai-je répondu. Elle était dans la pièce. Vous avez tous juste choisi de ne pas la voir. Ma mère a finalement parlé. Sa voix était calme, presque cassante. Tu déformes tout. Nous l'avons toujours aimé. Léa m'a regardé et j'ai hoché la tête. Elle s'est levée. Elle était nerveuse, mais elle s'est levée. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez, a-t-elle dit. Je voulais juste que vous me remarquiez. Mais ce n'est pas grave si vous ne le faites pas, parce que j'ai un vrai papa et il me voit tous les jours. On aurait pu entendre une épingle tomber. Ma mère a ouvert la bouche, mais mon père, de toutes les personnes, lui a posé une main sur le bras et a secoué la tête. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que même lui l'avait enfin vu. Nous ne sommes pas restés longtemps après cela. J'ai rangé mon ordinateur portable, remercié Sophie, et je suis sorti la main de Léa dans la mienne. Pas de cris, pas de chaos, juste la dignité tranquille d'une vérité trop forte pour être ignorée. Mais les conséquences sont venues rapidement. Mélanie a posté sur Facebook cette nuit-là au sujet du sabotage et de la trahison familiale. Elle a essayé de faire passer la vidéo pour une représentation malveillante, mais trop de gens avaient été dans cette pièce. La vérité était déjà sortie. Ma boîte de réception s'est remplie de messages. Des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Un oncle qui s'est excusé. Une nièce qui a envoyé à Léa une carte faite à la main et a demandé si elle pouvait se voir un jour. Tout le monde n'a pas changé, mais assez d'entre eux l'ont vu et c'était tout ce dont j'avais besoin. Quant à Arnaud, il m'a bloqué partout, ce qui était très bien. J'avais fini de parler. Ma mère a essayé d'appeler une fois, mais je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal disant qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point les blessures étaient profondes, mais elle ne s'est jamais excusée non plus, se concentrant uniquement sur sa douleur, pas celle de Léa. Alors, je l'ai supprimée parce que je n'ai plus besoin qu'elle comprenne. J'ai juste besoin de protéger ma fille, et je le fais. Chaque jour, un mois après la fête,
Léa a reçu un prix à l'école pour sa compassion et son courage. Son enseignante a dit qu'elle avait défendu d'autres enfants dernièrement. Qu'elle avait aidé un petit garçon ayant des difficultés d'élocution à se sentir assez courageux pour lire à voix haute. Qu'elle avait dit à une autre fille, « Tu n'as pas besoin que les gens t'aiment pour savoir que tu es spécial. » Je l'ai récupéré ce jour-là et elle m'a montré le certificat, rayonnante. Je me suis agenouillé et je lui ai dit, « Je suis si fier de toi. » Elle m'a serré les bras autour du cou et a chuchoté, « Je suis fier de moi aussi. » Et c'était ça. C'était le moment où j'ai su que tout en avait valu la peine. Le silence, le chagrin, la tempête. Parce que nous sommes sortis de l'autre côté, non seulement en survivant, mais en prospérant. Ils l'ont rendu invisible. Alors je me suis assuré que le monde la voit.